Eh bien, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire qui est consacré aux performances à l'exportation des filières agricoles et agroalimentaires françaises en 2020. Ce webinaire organisé par France Agrimaire est organisé dans le cadre de la Semaine de l'agriculture française. Alors, j'ai la charge d'introduire ce webinaire pour en rappeler les contours, l'organisation. Je vais commencer par me présenter. Je suis Julien Barré, en charge de la mission des affaires européennes et internationales de France Agrimaire. Je tiens à vous remercier. Nous tenons les panélistes de ce séminaire à vous remercier pour votre participation. Il y a plus de 350 inscrits pour ce webinaire et déjà quasiment 200 participants connectés, alors que nous sommes au tout début de l'horaire de connexion, ce qui témoigne de l'intérêt qui est porté à l'exportation dans toutes les filières agricoles et agroalimentaires qui sont suivies notamment par l'établissement France Agrimaire. Je vais laisser la parole ensuite à nos deux intervenants de cet après-midi. Tout d'abord, Philippe Pacotte prendra la parole. Il est chef de service pour la direction marché, études et prospectives au sein de France Agrimaire. Et ensuite, à la suite d'une phase de questions-réponses, il y aura l'intervention de Jean-François Loiseau, le président de la CTI internationale. La CTI, c'est la commission thématique interfilière en charge du suivi interfilière des sujets internationaux placés au niveau de France Agrimaire. Monsieur Loiseau en est le président. Bonjour. Avant de passer la parole à Monsieur Pacotte, puis ensuite à Monsieur Loiseau, je tiens juste pour le bon déroulement de ce webinaire à rappeler quelques consignes de déroulement. Monsieur Pacotte va présenter de façon très synthétique le rapport sur les performances à l'exportation et il pourra répondre, comme je le disais, à vos questions, mais n'hésitez pas à adresser ces questions via le chat, par écrit, puisqu'il n'y a pas de possibilité de le faire par oral dans le cadre de ce webinaire. Nous faisons ainsi également pour tenir les impératifs de timing, puisque nous avons prévu une fin de ce webinaire à 15h45. Donc l'ensemble des micros resteront fermés pendant l'intervention et donc n'hésitez pas à remonter aux questions par écrit. Alors il y en aura peut-être certaines qui ne pourront pas être traitées directement. Nous vous prions de nous en excuser, mais nous avons une équipe en charge d'essayer de consolider l'ensemble des questions qui sont reçues pour avoir des réponses les plus globales et les plus complètes possibles, sachant que vous pourrez toujours par la suite, si besoin, entrer en contact sur des thématiques plus détaillées à la suite de la mise en ligne du rapport. Le rapport devrait être mis en ligne prochainement, a priori demain, sur le site de France Agrimaire. Il y aura également sur YouTube la retransmission de ce webinaire sur la page YouTube de France Agrimaire. Ainsi, je vais désormais céder la parole à Philippe Pacotte et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Merci Julien. Je vais donc partager mon écran pour que tout le monde puisse voir la présentation. Voilà. Alors, voilà. Est-ce que c'est bon? Oui. Non. Non. Pas encore. Pas encore. Attendez, je recommence. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Très bien. Merci et merci à tous les participants. Et ce webinaire pour lequel vous avez reçu une invitation correspond en fait à la publication d'un nouveau document, comme l'a annoncé Julien Barré, un document qui s'intitule « Les performances des filières agricoles et agroalimentaires à l'export ». Mais ce document en fait s'inscrit dans la continuité d'un tableau de bord qui a été conçu, mis en place, développé conjointement par le service Europe international de la DGPE au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et par France Agrimaire.
Ce tableau de bord qui sert de base au document qui va être disponible et à la présentation d'aujourd'hui, il faut bien avoir conscience qu'il s'agit d'un outil de suivi conjoncturel, hein. C'est un format tableau de bord pour suivre les mêmes indicateurs année après année afin de faciliter l'analyse des évolutions. Ces indicateurs peuvent être actualisés tous les 6 mois et à chaque fois, on compare la période de 12 mois la plus récente par rapport à la période de 12 mois précédente. Mais ce qui est très intéressant dans ce tableau de bord, c'est que, on peut analyser les évolutions en termes de part de marché du commerce mondial, c'est-à-dire de comparer les évolutions des exportations de la France par rapport à celles des autres pays. Et à cause de cela, on ne peut publier que 4 mois après la fin de la période étudiée le document, car il faut disposer des données officielles des douanes d'une centaine de pays pour comparer justement les évolutions de la France par rapport aux autres pays et au niveau mondial. C'est pourquoi, donc en mai 2021, eh bien, nous pouvons publier l'analyse de l'année 2020 par rapport à 2019. Alors, il faut avoir aussi en tête que, par ailleurs, France Agrimer conduit une analyse plus structurelle de l'évolution du commerce extérieur français agricole et agroalimentaire dans le cadre d'un diagnostic que le ministère de l'Agriculture nous a demandé de développer, un diagnostic sur l'évolution et les causes de la dégradation de l'excédent commercial agricole et agroalimentaire, diagnostic que nous avons mené avec différents ministères et les opérateurs économiques. Un rapport sera remis en juin 2021 au ministère et une présentation de ces premiers résultats d'une analyse plus structurelle de la compétitivité de la France sur les produits agricoles et agroalimentaires sera présentée en commission technique internationale au mois de juin. Ce document donc se présente sous forme de différents chapitres et ma présentation va en fait reprendre les 3 principaux chapitres de ce document qui sont les 3 lignes en jaune sur cette diapo. Donc une analyse d'ensemble, hein, toute filière et avec les principales évolutions par filière, puis une analyse par zone géographique et enfin une analyse détaillée filière par filière où l'on va descendre au niveau des produits à l'intérieur de chaque filière. Il peut être intéressant de replacer la filière des produits agricoles et agroalimentaires dans le contexte général des exportations de biens. Eh bien, d'après l'INSEE, en 2020, les produits agricoles et agroalimentaires ont fourni le 3e poste d'excédent commercial de notre pays avec un peu plus de 6 milliards d'euros. Après les secteurs aéronautique et spatial à plus de 16 milliards d'euros et chimie, parfum, cosmétique à près de 13 milliards d'euros. Mais devant le secteur pharmacie qui, lui, a eu des exportations à hauteur de 5 milliards d'euros en 2020. À l'exception des produits pharmaceutiques qui ont enregistré une progression de 5% en 2020 par rapport à 2019, l'ensemble des secteurs de biens ont vu leurs échanges se replier. Le secteur le plus fortement touché par la baisse des exportations a été l'aéronautique, moins 46%, durement frappé par la crise, et moins exposé, les exportations agricoles et agroalimentaires ont mieux résisté, on le verra, avec simplement 3% de réduction dans la valeur des exportations en 2020 par rapport à 2019. Il est important d'abord d'avoir une bonne connaissance et une bonne compréhension du périmètre de ce tableau de bord. Ce tableau de bord, en effet, répartit l'ensemble des exportations en un certain nombre de regroupements, de filières. Les animaux vivants et la génétique, les céréales, les fruits et légumes, le lait et les produits laitiers, les oléagineux, pêche et aquaculture, les produits d'épicerie, le sucre, les viandes et produits carnés, les vins et spiritueux et les autres produits agricoles et agroalimentaires, dont semences et plants. Et à ce propos, il faut signaler donc la collaboration de SEMAE, ex-GNIS, pour réaliser la partie semences et plants de ce tableau de bord. Tous ces regroupements, en effet, ont été bien sûr faits selon certaines conventions et on pourra peut-être s'étonner de voir que les confitures sont dans les produits d'épicerie et pas dans les fruits et légumes, ou que la bière est dans les vins et spiritueux, mais il fallait bien donc adopter une certaine forme de regroupement et surtout, tous ces regroupements sont faits selon la nomenclature de l'Organisation mondiale du commerce, hein, la nomenclature à 6 chiffres qui est commune pour tous les pays du monde.
En plus de ces grandes filières agricoles et agroalimentaires, le document présente quelques informations sur les bois et dérivés, sur la filière biodiesel, sur les engrais et produits phytosanitaires et sur le machinisme agricole et agroalimentaire, mais avec une partie analytique moins développée que pour les principales filières agricoles et agroalimentaires. D'abord, analyse d'ensemble, quels sont les faits marquants pour les filières agricoles et agroalimentaires. Un repli donc significatif de la valeur de nos exportations en 2020, moins 3%, principalement dû à la forte baisse des exportations au moment du premier confinement en avril et mai 2020. Au cours de ces 2 mois, les exportations, la valeur des exportations avait chuté de 15%. Réduction du solde positif de nos échanges de produits agricoles et agroalimentaires avec les pays tiers. On a un solde positif, mais qui s'est réduit de 10% en 2020 par rapport à 2019. Et au contraire, notre déficit avec les pays de l'Union européenne à 27 s'est encore aggravé, plus 17%. Et dans les 2 cas, aussi bien vis-à-vis des pays tiers que vis-à-vis de l'Union européenne, c'est essentiellement la baisse de nos exportations qui a été à la base de ces mauvaises performances en termes de solde. Quelques aperçus sur la structure de nos exportations françaises. Sur un total de 68 milliards d'euros, eh bien, on peut voir sur ce diagramme en 2 notes que la partie jaune correspond à l'Union européenne, la partie bleue aux pays tiers. On voit donc qu'on a un peu plus de 50% de nos exportations qui sont à destination de l'Union européenne, un peu moins de 50 à destination des pays tiers. Et on peut voir qu'en 2020, eh bien, contrairement à ce qui s'est passé d'habitude, nos exportations n'ont reculé que de 2,3% vers l'Union européenne, alors qu'elles ont reculé de près de 5% vers les pays tiers. On verra à plusieurs reprises au cours de cette présentation que c'est bien sûr à cause des vins et spiritueux qu'on a ce recul dans les pays tiers. Intéressant de noter, donc cette fois-ci, c'est le seul élément un peu structurel, un peu sur longue série que je vais vous montrer. On a sur ce graphique en orange et beige les exportations vers l'Union européenne et en bleu les exportations vers les pays tiers. En orange et en bleu foncé, il s'agit des données en valeur en euros courants et les couleurs plus estompées correspondent à l'évolution en euros constants. Vers les pays tiers, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, on constate que la moitié de l'augmentation de la valeur entre 2011 et 2020, en fait, est due à l'inflation. Mais il y a quand même une augmentation en valeur des exportations vers les pays tiers. En revanche, si on regarde les courbes en haut du graphique, ce sont les exportations vers l'Union européenne, eh bien, on voit que en euros courants, on a une légère augmentation, mais en euros constants, en fait, on a une baisse de la valeur de nos exportations sur 10 ans vers l'Union européenne. Et on peut voir donc sur les courbes en bleu, exportation vers pays tiers, cette cassure en 2020 qui contraste avec l'augmentation pratiquement régulière depuis 10 ans, encore une fois due aux vins et spiritueux. Une autre manière de décortiquer nos exportations françaises en 2020, c'est en 3 catégories: les produits bruts, les produits transformés hors vins et spiritueux et en bas, les vins et spiritueux. Qu'est-ce que l'on peut constater? À gauche, exportation vers l'Union européenne, à droite, vers les pays tiers. Eh bien, on peut voir que ce soit vers l'Union européenne ou vers les pays tiers, la valeur de nos exportations de produits transformés, hors vins et spiritueux, est à peu près le double de la valeur de nos exportations de produits bruts. En revanche, on voit que pour les vins et spiritueux, on a des exportations majoritairement destinées aux pays tiers. 2 chiffres à retenir sur ce graphique, c'est encore une fois les moins 15% de baisse de la valeur des exportations de vins et spiritueux vers les pays tiers et le plus 7% d'augmentation de la valeur des exportations de produits bruts vers les pays tiers. Et là, il s'agit essentiellement de céréales vers l'Algérie et la Chine, et puis de fruits, des pommes en l'occurrence, vers le Royaume-Uni. Quel est le positionnement mondial de la France comme fournisseur? Eh bien, en 2020, pas de changement par rapport à 2019. La France reste le 9e fournisseur mondial de produits bruts.
Pour mémoire, la France était en numéro 8 jusqu'en 2018, mais le Mexique, grâce à ses exportations de fruits, a dépassé la France. En ce qui concerne les produits transformés, la France est toujours le 4e fournisseur, loin derrière les Pays-Bas et l'Allemagne, et cette situation n'a pas changé depuis 10 ans. Un petit point sur une estimation de l'impact de la pandémie Covid-19. En effet, on peut voir sur ce graphique, donc en bleu marine, ce sont les exportations françaises, tout produit agricole et agroalimentaire en 2020. Les couleurs en bleu plus clair sont les années 17, 18, 19. Eh bien, ce que l'on constate, la flèche rouge le montre, c'est que on a eu une baisse significative de la valeur de nos exportations, essentiellement pendant les mois d'avril et mai 2020. C'est-à-dire que cette baisse tout au long de l'année en moyenne de 3%, en fait, c'est moins 15% pendant les mois d'avril et mai et une relative stabilité le reste de l'année. Il faut noter que ce très fort ralentissement de nos exportations en période de confinement a été beaucoup plus marqué en France que dans l'Union européenne ou qu'à l'échelle mondiale. Il faut noter aussi que les importations ont été moins impactées car elles n'ont baissé que de 10% pendant cette période d'avril-mai. La répartition géographique de nos exportations, on peut voir donc que alors ces graphiques en fait, ont un périmètre un petit peu plus large que jusqu'à présent puisque ces graphiques incluent également les bois et dérivés et le biodiesel, ce qui nous fait un montant total d'un peu plus de 70 milliards d'exportations et on voit que c'est, les pays en mauve, hein, donc l'Europe, c'est bien sûr plus de la moitié de nos exportations et le deuxième en fait, la deuxième zone, vers laquelle nous exportons, il s'agit de l'Europe hors Union européenne, essentiellement bien sûr Royaume-Uni, Suisse, Norvège et Turquie. Dans ce cas, la Turquie a été incluse dans cet agrégat. En ce qui concerne l'Union européenne, eh bien, on constate que plus de 80% de la valeur de nos exportations vers les États membres, en fait, est concentrée vers 5 pays qui sont l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas. Mais il faut savoir que vers les Pays-Bas, en fait, il s'agit principalement de réexportation. Et là, on ne sait pas trop vers quelle destination vont aller ces produits d'abord exportés vers les Pays-Bas. Ce que l'on peut noter aussi, c'est que en fait, si l'on prend en compte toutes nos destinations, on se rend compte que 50% de la valeur de nos exportations, en fait, va vers 8 pays. Les 5 pays européens que j'ai déjà mentionnés, plus le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni est passé en 2020, est devenu notre 3e client, hein. Le Royaume-Uni est passé en fait devant l'Italie et devant l'Espagne. Donc, nos 8 principaux clients qui font 50% de la valeur d'exportation, ce sont ces 5 pays européens, plus le Royaume-Uni, plus les États-Unis, plus la Chine. Avec 8 pays, vous avez 50% de la valeur des exportations. Et ceci, à part donc cette remontée du Royaume-Uni, il n'y a pas beaucoup de changements d'une année sur l'autre. Hors Europe, quels sont les principaux marchés extérieurs donc de la France? Il s'agit tout d'abord de l'Amérique du Nord, avec bien sûr les États-Unis, en repli à cause de la baisse des exportations de vin. L'Asie du Nord avec la Chine, là par contre en hausse grâce à un accroissement notable des ventes de blé, d'orge et de viande porcine. L'Afrique du Nord, avec l'Algérie comme premier client en Afrique du Nord, en baisse de 7% à cause du ralentissement des exportations d'animaux vivants et de céréales, mais l'Algérie reste bien sûr de loin notre premier client pour le blé. Et puis l'ensemble Asie de l'Est et Océanie, avec surtout le Japon, en baisse de 9% à cause d'une diminution des ventes de vin qui n'a pas été compensée par, au contraire, une croissance des ventes de pet food. On peut avoir sur ce graphique une idée des principales filières d'exportation, hein. On voit, c'est bien sûr les vins et spiritueux, les produits d'épicerie, le lait, produits laitiers, les céréales, les fruits et légumes, les viandes. Également autres, hein, juste avant la barre rouge, autres dans lesquelles il y a les semences et plants et également le pet food. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme chiffre sur ce graphique? Et d'abord, ces 2 filières ont particulièrement réduit la valeur de leurs exportations en 2020 par rapport à 19, c'est vins et spiritueux, moins 13%, pêche et aquaculture, moins 11%. C'est vraiment les 2 secteurs qui ont le plus perdu.
pêche, aquaculture, essentiellement sur les produits frais. Deux secteurs, par contre, ont vu leurs exportations légèrement augmenter, essentiellement pour l'Union européenne. Ce sont les oléagineux et le sucre. En termes de balance, on voit sur ce graphique, à gauche, les filières pour lesquelles la balance est positive. Ce sont les vins spiritueux, les céréales, les produits laitiers, les animaux vivants et génétiques, le sucre, également autres, qui est sur la droite, mais autres grâce à semences et plants reste positive. Et puis les secteurs pour lesquels notre balance est négative, oléagineux, viande, produits d'épicerie, pêche, aquaculture, fruits et légumes. La balance est restée donc excédentaire en 2020, mais en baisse de 21% par rapport à 2019, essentiellement à cause des vins et spiritueux. Hors vins et spiritueux, on a à peu près un équilibre d'une année à l'autre. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce solde de 6 milliards d'euros se décompose donc en un excédent de pratiquement 10 milliards avec les pays tiers, en baisse de 10%, et un déficit de 3,7 milliards d'euros avec les marchés européens, là, un déficit qui a été en hausse de 17%. Par filière, en fait, il faut bien sûr commencer par la filière vin et spiritueux, qui est vraiment à elle seule responsable de la plus grosse partie de l'évolution en 2020. En particulier, les mesures prises par beaucoup de pays pour endiguer l'épidémie de Covid-19, la fermeture des cafés, des restaurants, l'absence de salons internationaux, les interdictions temporaires de vente d'alcool ont entraîné un bouleversement de la consommation mondiale de boissons alcoolisées. Mais ce sont les produits les plus valorisés qui ont été les plus touchés. Et la France, qui est particulièrement positionnée sur le haut de gamme, a été le pays le plus affecté, avec un recul de 1 milliard d'euros dans ses exportations par rapport à 2019, contre 146 millions d'euros pour l'Italie, 63 millions d'euros pour l'Espagne. Il faut savoir qu'au-delà de la crise sanitaire, les performances à l'export de la France dans ce secteur ont aussi été fragilisées par le contexte politique mondial et la mise en place par les États-Unis de droits de douane de 25% en octobre 2019 dans le cadre du contentieux Airbus-Boeing sur les exportations de vin tranquille français de moins de 14 degrés en bouteille a entraîné une perte de près de 300 millions d'euros par rapport à 2019 vers les États-Unis. Ces taxes ont bien sûr profité aux exportations de vins italiens, principaux concurrents des vins français, qui n'y sont pas soumis. Mais quand même, en 2020, il faut bien se rendre compte que la très forte baisse observée pendant les mois d'avril et de mai dans nos exportations, c'est essentiellement les vins et spiritueux qui ont été pénalisés à ce moment-là, pendant cette période de confinement. Autre fait marquant, c'est la forte baisse de la valeur des exportations pour la filière pêche et aquaculture, surtout pour les produits de la pêche fraîche et de l'ostréiculture. Un renforcement de notre solde commercial positif pour les produits laitiers grâce à une diminution des importations. Un déficit aggravé pour la filière fruits et légumes suite à la hausse de 3% de la valeur de nos importations qui n'ont pas été ralenties par le confinement, parfois importations destinées à la réexportation vers les pays d'Europe du Nord en provenance du Maroc ou d'Espagne, et également à noter une réduction de la valeur de notre déficit en viande et produits carnés grâce à une baisse de nos importations, car la restauration hors domicile, qui est le principal secteur importateur de viande, était fermée. Ce document, ensuite, aborde une analyse filière par filière en termes de part de marché. C'est ça qui est très intéressant, c'est que vous avez pour chaque filière une analyse qui est faite, donc quelle a été l'évolution en termes de part de marché par rapport aux autres pays dans le monde, mais surtout par rapport à notre principal concurrent européen. Parce qu'en effet, nous sommes partis du principe que la véritable concurrence, elle est plus avec les pays européens qui bénéficient ou qui souffrent du même contexte réglementaire, économique, macroéconomique que nous. Et il est beaucoup plus facile de se mesurer avec des pays européens qu'avec des pays tiers qui bénéficient certainement de conditions macroéconomiques et réglementaires différentes. Dans le document, il est expliqué comment nous arrivons à faire tout ceci, mais vous voyez un code couleur, une colonne à droite, tendance, et lorsque la couleur est verte, il s'agit d'un gain de part de marché au niveau mondial, mais également par rapport à notre principal concurrent européen.
hein. C'est le cas des laits, produits laitiers par rapport aux Pays-Bas. Quand c'est vert clair, ça peut être des gains de part de marché, mais un recul par rapport à notre principal concurrent. Quand c'est orange, il s'agit plutôt d'une perte de barre de marché, mais qui n'est pas très, très grave par rapport à notre principal concurrent. Et quand c'est rouge, là, c'est qu'on a perdu des parts de marché et en plus, on a vraiment régressé par rapport à notre principal concurrent européen. Et donc, vous voyez qu'en 2020, il y a quand même plus de rouge et de orange que de vert. Donc, 2020 n'a pas été une année où la France a gagné des parts de marché et en particulier par rapport à ses principaux concurrents européens. Donc, le document auquel vous aurez accès analyse tout ceci en détail. Pour cela, tous les chargés d'études de France Agrimaire ont contribué à faire une analyse extrêmement fouillée et qui se traduit par quelques exemples que je vais vous présenter, exemples de produits à l'origine de perte de part de marché. Vous avez un petit logo à gauche qui indique de quelle filière il s'agit. Donc, sur la filière vin et spiritueux, eh bien, on voit que les pertes de part de marché de la France, c'est essentiellement dû au champagne vers le Royaume-Uni au profit du Prosecco italien. C'est également dû au vin AOP de Bordeaux essentiellement, et cognac vers les États-Unis au profit des vins italiens et du whisky anglais. En ce qui concerne les produits d'épicerie, eh bien, nous avons perdu des parts de marché vers la Suisse au profit de l'Allemagne. Vers le Japon aussi, notre position s'est affaiblie parce que nous avons régressé dans la vente d'eau minérale, alors qu'au même moment, l'Italie a renforcé ses parts de marché grâce aux pâtes alimentaires et aux sauces. Vers la Chine, nous avons perdu des parts de marché sur les poudres de lait au profit des Pays-Bas. En ce qui concerne les animaux vivants, eh bien, notre baisse d'exportation de bovins vivants à l'Algérie a été plus accentuée que celle de l'Espagne, notre principal concurrent, donc perte de parts de marché. Nous avons des positions assez fortes vers la Suisse et l'Italie en pêche et aquaculture qui ont été fortement abîmées cette année car nous exportons surtout des poissons frais et ces deux pays ont plutôt acheté des produits transformés auprès de l'Allemagne, des poissons congelés, ou auprès de l'Espagne, des conserves de thon. En période de pandémie, il y a eu en effet une préférence accordée à tous les produits transformés, produits de la mer transformés. Nous avons également perdu des parts de marché sur la viande de porc vers le Royaume-Uni au profit de l'Allemagne suite à l'interdiction faite à l'Allemagne par la Chine d'exporter des produits de viande porcine à cause de la présence de peste porcine africaine en Allemagne. Alors, tout n'est pas si gris, hein. Il y a de quoi, au contraire, se satisfaire avec ici une série de produits qui, au contraire, ont été à l'origine de gains de parts de marché. Pour les fruits et légumes, eh bien, nous avons gagné des parts de marché vers la Suisse grâce aux fruits à noyaux, pêche, abricots, au détriment de l'Espagne. Et nous avons renforcé notre part de marché vers le Royaume-Uni avec les pommes au détriment de l'Italie et de la Pologne. Pour les produits d'épicerie, eh bien, nous avons gagné des parts de marché vers le Royaume-Uni grâce aux confitures, au détriment de l'Allemagne et de la Pologne. Mais il faut savoir que la plus grosse partie de ces confitures ont été réalisées à partir de fruits importés eux-mêmes, souvent d'Espagne ou de Pologne. Nous avons également renforcé nos positions vers le Royaume-Uni sur le café, sur les épices, sur les eaux minérales, au détriment de l'Allemagne. En revanche, vers l'Allemagne, nous avons perdu des parts de marché sur tous les produits laitiers au détriment des Pays-Bas et nous avons également perdu des parts de marché produits laitiers vers l'Italie au détriment de l'Allemagne. Pour la viande bovine, eh bien, la viande bovine, l'Allemagne nous a pris des parts de marché sur l'Italie dans un contexte général de forte réduction des achats par l'Italie de viande bovine. Deux points intéressants, c'est le fait que nous avons gagné des parts de marché en Égypte, sur le blé, dans les céréales, au détriment de la Roumanie. Et c'était la première année qu'un pays autre que la Roumanie, un pays européen, l'Union européenne, avait accès au marché égyptien. Et surtout, grâce à un embargo de la Chine vis-à-vis de l'Australie, nous avons développé fortement nos ventes d'orge en Chine. Et enfin, un point très intéressant, c'est vraiment les gains de parts de marché de semences de maïs et de betteraves vers l'Allemagne et surtout de semences d'oléagineux vers la Russie et l'Ukraine au détriment des Pays-Bas.
Voilà, donc cette série d'exemples, en fait, était pour vous montrer que le document auquel vous aurez accès produit donc une analyse très, très détaillée des performances à l'export des filières agricoles et agroalimentaires de la France en 2020 par rapport à 2019. Voilà, j'en ai fini. Je donc, pourrai répondre à vos questions si vous le souhaitez. Je vais arrêter mon partage d'écran. Merci beaucoup Philippe Bacotte pour cette intervention très claire. Est-ce que nous avons reçu quelques questions par écrit que notre équipe a pu centraliser? Est-ce que certaines d'entre elles ont été formulées? Oui, alors on a une question qui est revenue plusieurs fois, qui est comment expliquer que les exportations françaises ont été plus touchées par la crise du Covid que nos concurrents européens. Alors, évidemment, c'est une question à laquelle il y a plusieurs réponses, hein. Mais je pense que Philippe, peut-être que tu as des clés d'analyse, tu en as parlé en partie, notamment sur le segment haut de gamme. Je ne sais pas si tu veux préciser un petit peu, parce que c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Peut-être que Jean-François Loiseau donnera des clés d'explication de son côté dans son intervention juste après. Alors, je veux bien commencer. En effet, juste après, même en cours de crise, on avait essayé de comprendre ce qui se passait. Et donc, une première réponse, bien sûr, c'est la nature de nos produits, des produits exportés, qui sont essentiellement des produits plutôt haut de gamme, destinés à la restauration. Hein. Ce sont les vins de qualité et les poissons frais. Ce sont deux types de produits qui ont été très fortement pénalisés et qui, à eux seuls, expliquent une grande partie de cette chute pendant les mois d'avril et mai. Les problèmes de logistique aussi ont été soulevés par de nombreux acteurs, de nombreuses filières. Il est vrai que parfois, en fait, il y a eu des transports internationaux qui ont fonctionné, qui ont traversé la France, notamment des fruits et légumes qui sont venus d'Espagne et du Maroc vers les pays d'Europe du Nord. Mais certains de nos produits donc, ont eu peut-être plus de mal. Il y a eu des filets logistiques qui ont été mis en avant. Voilà, c'est les deux grands facteurs. Juste, on peut dire que l'Allemagne et le Royaume-Uni ont fortement maintenu leur flux d'importation parce qu'il était très important pour ces pays de pouvoir fournir la population en fruits et légumes frais en particulier. Merci Philippe. Alors, on a une autre question, mais alors qui peut-être là aussi, monsieur Loiseau aura une explication peut-être plus précise à fournir, puisque c'est une question qui porte sur les exportations de céréales. La question est, les exportations françaises de blé et d'orge en Chine vont-elles pouvoir se poursuivre au vu de la production céréalière française cette année? Voilà. Alors, à moins que Philippe, tu aies quelque chose, sinon peut-être que je laisserai Jean-François Loiseau répondre à ça un petit peu après. Et sinon, on a une autre question qui est arrivée, qui est comment analysez-vous le déficit de la France en fruits et légumes, puisque la France est en mesure de produire une grande partie de ses produits? Alors, très intéressant. Ce qu'il faut noter, c'est que pendant le confinement, la consommation de fruits et légumes, mais de fruits en particulier, a fortement augmenté et a porté sur les agrumes en particulier, également sur le kiwi, qui est en partie importé, sur des fruits exotiques. Donc, il y a quelque chose à la fois de structurel, c'est-à-dire que les consommateurs français privilégient enfin, de plus en plus des fruits tropicaux ou des agrumes. Et également, il y a certains secteurs pour lesquels notre production n'est plus en capacité de satisfaire la consommation. Les fruits à noyaux, par exemple, la diminution de la production de pêche en particulier et récemment d'abricots est telle que nous ne sommes plus structurellement en mesure de satisfaire la consommation française. Dans certains cas, le problème a été résolu. C'est le cas de la fraise en particulier, où nos importations de fraises sont en très nette diminution. Ça a été encore confirmé en 2020 parce qu'on a mis en place un système productif avec des espèces, des variétés différentes. La contrepartie, c'est que nous sommes par contre incapables d'exporter des fraises parce que nous produisons un produit cher
avec des qualités gustatives qui correspondent au goût français et des produits difficilement exportables. Pour les légumes, on est à peu près, on est beaucoup moins en déficit que pour les fruits. Merci. On a une autre question sur, excusez-moi, est-ce que Philippe, tu saurais dire si les ventes de coquillages ont été plus pénalisées vers les pays tiers ou au sein de l'Union européenne? Ou est-ce que c'est trop… Peut-être, de toute façon, le détail sera dans le document, j'imagine. Oui, en fait, en gros, non, le problème a été surtout vers les pays tiers pour les coquillages. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu des impossibilités pendant plusieurs mois d'exporter vers la Chine, vers Singapour, qui est un gros acheteur d'huîtres. À l'intérieur de l'Union européenne, il y a également eu, bien sûr, des problèmes vers l'Italie, parce que les huîtres sont consommées dans les restaurants en Italie et pas à domicile. Et donc, il y a eu, en effet, là aussi, un problème. Donc, je pense que dans les deux cas, ça s'est passé. Par contre, il y a eu moins de problèmes vers l'Espagne où les coquillages sont souvent consommés à domicile. Et alors, toujours sur la pêche, on a une question. L'année a été marquée par une diminution des captures liées au Covid. Avons-nous un ratio par export sur volume débarqué? Intéressant, en effet, j'ai pas du tout, enfin, j'ai pas ce chiffre. Je pense quand même que, bon, pour la pêche fraîche, il y a un lien direct, c'est-à-dire que si c'est pêché, c'est quand même vendu à un moment donné, et quand il n'y a pas de clients, on pêche pas. Donc, je pense que pour la pêche fraîche, le ratio doit être à peu près le même. Pour les produits transformés, il y a eu oui, une légère baisse d'exportation de saumon fumé et de crevettes, mais beaucoup moins importante que pour les produits frais. Donc, à vérifier, mais je pense qu'il y a un lien direct entre production et exportation, donc le ratio doit être à peu près le même, je pense. À vérifier. Merci beaucoup. Et une autre question, je ne sais pas si tu as la réponse, mais quelle est la part de la génétique, donc semences et reproducteurs, dans l'excédent de la balance commerciale d'animaux vivants et de génétique comparé aux animaux destinés à l'engraissement? Est-ce que tu aurais ce Non, niveau? je l'ai pas, non, je l'ai pas sur moi. Donc, en effet, alors, je ne suis pas certain que le détail soit précisé parce qu'on parle un petit peu en évolution, mais c'est quelque chose auquel on pourra répondre par écrit s'il le faut. Alors, ce que je voulais aussi, ce que je peux signaler, c'est que de même que l'on a dans le document une page spéciale consacrée aux semences et plants grâce au concours de SEMAE, il est prévu pour la prochaine édition d'avoir également un détail sur cet ensemble animaux vivants et génétiques. Donc, on travaille là-dessus avec le délégué filière France Agrimaire sur ce secteur. La difficulté est que tout notre tableau de bord est construit sur des lignes de nomenclature à 6 chiffres qui sont disponibles partout dans le monde. Or, les agrégats semences et plants et génétique animale et animaux vivants, en fait, font appel à des lignes de nomenclature à 8 chiffres pour lesquelles il n'est pas possible de faire les mêmes extractions. Donc, ça oblige à avoir une approche un peu particulière, mais ça sera fait l'an prochain. Alors, est-ce que tu saurais également nous éclairer sur la raison de l'augmentation des exportations de semences vers l'Allemagne? Et autre question, enfin reliée, qui est quels problèmes ont rencontré les Pays-Bas? Alors, je vais jeter un petit coup d'œil sur le texte. Non, j'avoue, donc j'ai eu un échange téléphonique avec SEMAE qui m'a donc confirmé que ils avaient eu donc ce grand succès sur ces différents
semences essentiellement vers l'Allemagne, mais j'avoue que je ne peux pas vous dire pourquoi. Désolé. Eh bien, écoutez, je pense que pour l'instant, pour les questions, on va s'arrêter là. Donc, je vais passer la parole à Jean-François Loiseau, peut-être pour son intervention. Et on va voir s'il y a certaines questions auxquelles on peut continuer à répondre par écrit pendant le reste du webinaire ou postérieurement. Merci en tout cas à tous pour vos questions et on va essayer de répondre au mieux. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon. Oui. C'est bon? Bonjour à toutes et à tous. Merci donc pour ce webinaire. Alors, après la très belle présentation donc, de Monsieur Pacotte et avec le document qui suivra, qui est très détaillé, très technique sur les performances globales des filières agricoles et agroalimentaires à l'international, je pense que ce serait pas mal, et le temps qui va nous être donné maintenant va me donner la possibilité de revenir sur quelques points et puis de préciser ce que nous faisons, ce que nous sommes au sein de la CTI, et essayer de donner un petit peu de trajectoire à ces sujets qui tournent autour de l'agricole et de l'agroalimentaire. Alors, dans un premier temps, dire que bon, la CTI, Commission thématique internationale, a été installée au cours du deuxième semestre de l'année 2018, à la fois par le ministère de l'Agriculture et par le secrétariat d'État au commerce extérieur. Et l'idée est vraiment de mettre en mouvement à la fois les filières agricoles et agroalimentaires et en même temps, et plutôt accompagner des pouvoirs publics, de l'État, des collectivités, des établissements travaillant sous la tutelle de l'État, comme France Agrimaire particulièrement, de façon non seulement à relever les chiffres, mais à aider, à accompagner nos filières à l'international. Alors quand je dis nos filières, je devrais dire nos entreprises, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière les chiffres qui ont été présentés, il y a des entreprises qui travaillent à la production agricole, des agriculteurs, mais il y a des entreprises qui travaillent à la transformation, à la logistique et à la vente, et donc à l'exportation de ces produits agricoles et éventuellement transformés, et quelquefois même valorisés vers des pays à l'international. Donc, à noter au passage que si nous avons à peu près 60% de notre production agroalimentaire qui part vers l'international, sur l'ensemble de notre production qui part à l'international, nous en avons 60% qui part uniquement vers l'Europe. Et sur cette part qui va vers l'Europe, nous avons plus de la moitié, hein, avec 5 pays dominants que sont l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas. Donc ça veut dire que nous avons un travail extrêmement important à faire, et j'y reviendrai, pour consolider déjà nos parts de marché pas très loin de chez nous, à quelques centaines de kilomètres de chez nous, de nos entreprises françaises, vers ces pays. Alors quand on parle de pays, nous avons eu tendance pendant toutes ces années, pendant très 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 longtemps, à parler d'export et à identifier l'export comme étant finalement un acte commercial à faire pour pousser nos différents produits agricoles ou transformés vers des pays importateurs. Je crois que maintenant, nous en avons vraiment pris conscience, tous, que ce soit durant les États généraux au travers de l'atelier 4 sur l'international, que ce soit au sein de la mission que j'ai en tant que fédérateur agroalimentaire à l'export, et même donc au sein de la CTI, plutôt que de parler d'export, parlons plutôt d'international, parlons de clients consommateurs, et parlons de valorisation de nos produits agricoles et agroalimentaires auprès de clients. C'est-à-dire que pour performer, et je rebondirai sur le sujet par exemple des semences ou le sujet des fruits, là, les deux questions qui ont été posées, c'est bien parce qu'il y a des demandes spécifiques de certains clients consommateurs dans certains pays que nos entreprises françaises ont pu identifier ces segments, alors quelquefois des petits segments, des tailles un peu différentes, mais pour aller conquérir, aller faire du commerce, faire de la vente, parce que je pense qu'il faut
appeler un chat, auprès de ses clients consommateurs dans certains pays. Je pense que cette notion est extrêmement importante. Nous sommes, même si nous n'aimons pas tellement les termes, un peu quand même en compétition économique, quelquefois en guerre économique, hein, quand il y a des règlements OMC à trouver, quand il y a des différences de compétitivité parce que certains pays ne sont pas dans les mêmes règles que le nôtre. Donc, nous sommes en compétition et nous devons prouver que nos entreprises françaises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur forme juridique, sont à même de performer à l'international. Alors, nous avons eu depuis une dizaine d'années, une douzaine d'années, une baisse de notre performance à l'international. Ce n'est pas dû au Covid. Le Covid, depuis un an, nous a révélé finalement quelques défaillances dans des sujets de dématérialisation, dans des sujets de logistique, dans des sujets de concentration sur nos principaux métiers ou nos principales productions à exporter vers des clients. Finalement, malheureusement, hein, beaucoup de secteurs ont été très impactés par le Covid. Hein, cette crise, cette pandémie va peser beaucoup et de façon très importante sur bon nombre d'entreprises. Mais dans le mal, il y a toujours un petit peu de bien. Et dans ce mal, nous pouvons déceler les uns et les autres dans nos entreprises, dans les interpros et je dirais au sein même de l'État, qu'il y a des leviers à actionner pour reconquérir, reprendre ces parts de marché. Nous y reviendrons. Les leviers tournent autour de la compétitivité, de la digitalisation et des sujets, bien entendu, d'innovation et de logistique. Alors, pour revenir à cette CTI qui a été mise en place à partir du mois d'août-septembre 2018, il y a un certain nombre de travaux qui se sont déroulés au travers de groupes de travail. Alors, des groupes de travail sur la compétitivité. Il y a eu un groupe de travail qui s'est fait sur la route de la soie, donc un axe logistique majeur pour aller de l'Europe à l'Asie et principalement la Chine. Et quand on dit groupe de travail route de la soie, il faut penser à produits transformés, performance économique, coût de production. Et puis, bien entendu, il faut énormément penser au sujet de logistique, charger des trains, mettre des conteneurs sur les trains, mettre des conteneurs frigorifiques, et puis faire en sorte que sur plusieurs milliers de kilomètres, 10 000 kilomètres, tout cela fonctionne de façon à ce que les clients au bout soient satisfaits dans un esprit de compétitivité. Groupe de travail pays pilote, puisque nous avions identifié 4 pays sur lesquels une réflexion un peu stratégique devait et s'opère, hein, donc le Mexique, la Côte d'Ivoire, l'Allemagne et le Japon. Et si vous voulez, l'idée, c'est au travers de ces 4 pays, 4 modèles un peu différents. L'Allemagne, pays européen, Philippe Pacotte en a très bien parlé tout à l'heure, hein, qui est une concurrence, compétiteur, qui n'a pas du tout la même philosophie de fonctionnement que notre pays, j'y reviendrai. Le Japon, pays un petit peu plus ancien, pays senior, pays de la très haute qualité, pays d'exigence qualitative, nutritionnelle et sanitaire. Le Mexique, c'est un grand pays agricole à la porte des États-Unis, donc toujours intéressant de voir comment nous pouvons nous positionner par rapport aux différends qu'il peut y avoir entre le Mexique et les États-Unis, 2 pays totalement différents mais très complémentaires, les sujets d'immigration entre autres. Et puis le dernier pays, c'est bien entendu la Côte d'Ivoire, donc c'est l'Afrique, c'est la porte avancée vers le travail sur l'Afrique qui va être de plus en plus important et qui doit l'être pour des raisons stratégiques, pour des raisons de géopolitique, pour des raisons de stabilité d'un certain nombre de ces pays d'Afrique au-delà de la Côte d'Ivoire, le commerce, le co-développement, et j'insiste sur cette notion de co-développement. Il ne s'agit pas de déverser comme ça s'est fait pendant 30 ou 40 ans jadis, mais plutôt d'innover, d'investir dans un certain nombre de pays d'Afrique, de co-développer, et en même temps d'apporter notre technologie, et quand cela est possible, eh bien, d'exporter vers un certain nombre de pays de la qualité sanitaire, puisque les attentes clients, consommateurs des pays comme la Côte d'Ivoire et d'autres pays africains sont de plus en plus qualitatives, et nous devons bien sûr y souscrire. Alors, il y a eu un certain nombre de sujets qui ont été travaillés au sein de la CTI. Et je pense que tout le monde a bien à l'esprit maintenant
que parler d'international est une nécessité et ce doit être la raison d'être de nos filières agricoles et alimentaires. Alors, au travers des interpros, au travers des entreprises elles-mêmes, c'est-à-dire que nous avons besoin, et je pense que ça fait partie un petit peu de la respiration normale, nous avons besoin de commercer avec des clients en France, dans les différentes régions, dans les villes, à la campagne, mais en même temps, nous avons besoin de commercer avec des clients consommateurs en Europe et bien entendu au-delà de l'Europe. Il faut quand même rappeler qu'à peu près 1 tonne sur 2 de céréales quitte la France. À peine la moitié pour le lait, 4 litres sur 10. À peu près, ça a été rappelé tout à l'heure, un tiers des vins, un gros tiers des vins, des produits animaux, des carcasses. Donc cela veut dire que pour apporter de la valeur aux filières agricoles et aux filières d'élaboration de produits transformés, au travers de nos entreprises. Il y en a 20 000 en France, un peu plus de 20 000. J'y reviendrai. Nous devons avoir des axes de travail, de promotion vers ces pays à l'international. Si l'on veut réussir l'occupation du territoire avec des zones viticoles importantes en France, comme nous les avons depuis très longtemps, eh bien, nos 2 ou 3% de vins dits de très haut de gamme ou très connus, certains vins du Bordelais, de la Bourgogne ou de la Champagne ne suffisent pas. Il faut bien avoir une organisation en France économique, structurée, qui nous permette d'aller conquérir d'autres pays. D'ailleurs, ce que font très bien les Espagnols, mais surtout, sans parler des pays du Nouveau Monde, hein, sans parler de la Californie, de l'Australie, du Chili, de l'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande et tant d'autres pays maintenant de l'Asie, nous avons à notre porte l'Italie. Et l'Italie qui, ça a été dit tout à l'heure, avec le Prosecco, a réussi un coup extraordinaire. Des vins de base pas forcément de très haute qualité, hein, bien sûr ce ne sont pas nos champagnes. Par contre, une organisation amont très structurée, une marque, la marque Italie et ce vin, ce Prosecco, à un prix plutôt abordable pour les jeunes, pour les catégories socio-professionnelles avec des pouvoirs d'achat peut-être un peu moindres que le champagne. Et le résultat est là. Le Prosecco est passé devant le champagne en matière de vin effervescent. Donc ça veut bien dire que nous avons, au-delà des travaux que nous allons réaliser, que nous réalisons ensemble, une obligation d'organisation économique. Pour maintenir de la plantation viticole sur nos régions françaises, il faut être structuré autour de leaders économiques de façon à avoir le meilleur marketing, la meilleure offre, et je dirais la meilleure compétitivité. Tout à l'heure, je reviendrai notamment sur la logistique. Donc, des groupes de travail au sein de la CTI qui travaillent sur ces sujets d'organisation, qui travaillent sur des sujets d'accès aux nouveaux pays. On parle beaucoup du Moyen-Orient, qui parlent des sujets de logistique, de sujets sanitaires. Tout à l'heure, une question a été posée, ça va me permettre de la traiter, concernant nos exports de céréales vers la Chine. Bon, il se trouve que la Chine, pour les raisons que nous savons tous, hein, absorbe énormément de produits agricoles. Alors, le porc, bien entendu, et je dirais que c'est un salut remarquable pour toutes les activités porcines, mais aussi des céréales. Mais soyons très vigilants. C'est une aubaine pour nous, une aubaine pour nos filières agricoles, agroalimentaires, quelles qu'elles soient. Mais soyons très vigilants parce que les Chinois n'aiment pas être en dépendance, trop dépendants. Et donc, le sujet sanitaire, et nous l'avons vécu à la fin de l'année dernière, hein, oui, à automne de l'année dernière, nous sommes passés, je dirais, à côté d'une sanction, puisque nous devons veiller à ce que les cargaisons, les chargements de céréales, mais il en va de même pour nos filières animales, soient totalement conformes au cahier des charges des clients. Et même si c'est la Chine, même si c'est très loin, même si le produit ne va arriver que dans 3 semaines, nous devons être très vigilants. Parce que dès lors que la Chine mettra un cahier des charges et demandera aux douanes chinoises de refuser les déchargements pour des raisons d'impureté, de céréales poussiéreuses ou autres,
eh bien, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. À titre d'exemple, nous avons une semaine folle au cours de l'automne dernier, durant laquelle nous avions à peu près 19 bateaux de 50 000 tonnes de céréales, blé, orge, etc., qui étaient en attente d'être réceptionnés ou refusés par les autorités chinoises pour des raisons sanitaires. Donc, soyons très, très vigilants. Il en va de la responsabilité de chacun. Un bateau, c'est entre 8 et 10 millions d'euros. Donc, vous imaginez la facture globale. Et donc, si nous voulons que les agriculteurs français que nous sommes, les entreprises françaises que nous dirigeons puissent continuer à promouvoir et à faire de la valeur sur ces pays à l'international, la première, bien entendu, règle, c'est la qualité absolue. Que ce soit un client chinois, allemand, un client du continent africain au même titre qu'un client en France, la qualité sanitaire est le premier élément incontournable. Et donc, cela veut dire au passage que nous ne devons pas faire n'importe quoi sur les produits animaux et les produits végétaux qui doivent être sains. Cela veut dire que nous avons des droits et des devoirs, et dans les droits, nous avons le droit d'avoir accès aux meilleures technologies, aux meilleures techniques de protection des grains, des animaux. Ces protections, bien entendu, ne sont pas et ne doivent pas être uniquement chimiques. Il faut tendre vers d'autres types de protection, au même titre que pour la santé animale, mais nous devons réunir toutes les conditions nécessaires et c'est notre droit. Et donc, c'est le devoir des pouvoirs publics d'apporter aux filières, aux entreprises, au secteur de la transformation comme au secteur de la production agricole, les moyens d'être en phase, les moyens techniques d'être en phase avec les demandes clients, consommateurs. Donc, les groupes de travail au sein de la CTI fonctionnent pour essayer d'apporter des solutions à la fois collectives, collaboratives, d'essayer aussi d'aller chercher les infos, de solliciter tantôt la DGAL, tantôt le Quai d'Orsay, de façon à nous rendre un petit peu plus performants, durables et résilients. Nos filières en ont vraiment besoin. Je fais une toute petite parenthèse. Ce webinaire qui se déroule aujourd'hui se fait dans le cadre de la semaine de la fameuse, entre guillemets, souveraineté alimentaire. Je me demande s'il ne faut pas plus parler de sécurité que de souveraineté alimentaire. Nous ne sommes pas dans le même giron que le secteur de l'innovation et des médicaments. Malheureusement, je crois que depuis un an, nous en mesurons les conséquences. Et donc, dans le cadre de cette souveraineté alimentaire, nous avons ce webinaire aujourd'hui qui est très intéressant et qui, à mon avis, doit servir un petit peu de lumière sur le colloque, beaucoup de personnes le savent, qui aura lieu demain, un colloque qui sera tourné vers cette souveraineté alimentaire, mais qui, à mon sens, n'a pas suffisamment la connotation d'équilibre entre le local et le global, d'équilibre entre les productions et l'élaboration, transformation de produits agricoles au travers de nos 20 à 22 000 entreprises, quelle que soit leur taille, qui sont réparties sur tout le territoire. Nous avons aujourd'hui cette particularité en France, je l'ai évoqué tout à l'heure, par rapport à l'Allemagne, par exemple. En France, à peine un quart des entreprises vont à l'exportation vers des clients au-delà du territoire. En Allemagne, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en Allemagne, vous avez à peu près 75 à 80% des entreprises qui sont présentes au-delà de leur propre territoire. Parce que les régions les accompagnent, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises dites moyennes, hein, c'est les entreprises qui sont entre 30 et 500 salariés, 500 000, ce qui n'est pas le cas de la France. En France, nous avons de très grosses entreprises. Alors, nous les connaissons, hein, ça va être du Lactalis, du Danone, des grosses entreprises de viande, de céréales. Et à côté, nous avons plein de petites entreprises. Et ces petites entreprises ont du mal à aller à l'international parce que ce n'est pas tellement génétique chez elles. Elles ont du mal à y aller parce que souvent, dans les petites boîtes, il n'y a pas beaucoup de personnes pour s'occuper à la fois du commerce, de la RH, des clients, des camions, et puis aller voir ce qui se passe dans un salon à l'étranger. Et c'est pour ça que Business France a un rôle majeur
d'aider ces entreprises, de les accompagner, de les soutenir pour qu'elles puissent aller exposer à l'étranger. Mais un de nos principaux handicaps, notamment par rapport à l'Allemagne, et c'est pour ça que nous avons beaucoup perdu depuis une douzaine d'années, c'est que nous n'avons pas suffisamment regardé ces petites et moyennes entreprises. Donc, c'est une priorité. Alors, cela dépasse un petit peu, si vous voulez, le rôle de la CTI, mais c'est très, très important que dans toutes nos filières agricoles et alimentaires, au sein de la CTI, nous ayons ce regard aussi vers ces entreprises qui doivent être présentes. Alors, c'est une habitude, ça demande de la formation. Il faut parler anglais, ben oui, il faut parler anglais pour aller dans les salons, pour voir ses clients, mais c'est à ce titre que nous équilibrerons le risque entre clients consommateurs en France et clients consommateurs en dehors de la France. C'est à ce prix que nous aurons de la valeur supplémentaire créée et qui sera très bonne pour l'emploi sur nos territoires. Nos 22 000, nos 20 000 entreprises, c'est à peu près 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est à peu près, je reprends mes notes, c'est à peu près 500 000 salariés uniquement dans le secteur de la transformation. Et donc, nous devons être aux côtés de ces entreprises pour qu'elles soient dans ce sujet de commerce à l'international. Et donc, j'en viens à ces quelques sujets un peu transverses qui doivent nous emmener vers plus de performance, mais qui sont quand même beaucoup du ressort à la fois de nos filières en interne, mais aussi de nos filières à l'international. Ce sont ces sujets autour de l'innovation et de la compétitivité. Alors, l'innovation, elle est extrêmement importante. Nous voyons très bien ce qui se passe dans des pays comme les États-Unis, d'ailleurs les Pays-Bas, l'Allemagne et les pays d'Asie. L'innovation, ce n'est pas que de la génétique pour les semences. Oui, c'est de la génétique, mais c'est de l'innovation digitale, c'est de l'innovation logistique, c'est de l'innovation commerciale. Ça veut dire que mettre au crédit et dans, je dirais, dans le panier de nos filières et de nos entreprises, les moyens d'être un petit peu meilleurs que les autres. Donc, pour cela, il faut de l'organisation, travailler avec des leaders, un peu comme ce qu'ont fait les Italiens avec le Prosecco, et mettre en avant la bannière de notre pays. C'est la bannière France qui doit être promue, et au travers de la bannière France, les entreprises ont tout loisir de développer leurs activités et leurs principales, je dirais, sources d'innovation. Les Italiens, les Allemands, les Américains, les Espagnols mettent leur drapeau d'abord, le drapeau national, et c'est grâce à cela qu'ils arrivent à conquérir mieux le monde que nous. Bon, l'innovation, le deuxième sujet, il est évident, c'est le sujet de la compétitivité. Nous en parlons beaucoup au sein de la CTI. Il y a un rapport qui va être remis à la mi-juin au ministre de l'Agriculture sur ces sujets de compétitivité des filières. Il a été travaillé par les équipes de France Agrimaire. Alors, ce rapport, il est important, nous en parlerons et nous le détaillerons à l'occasion de la prochaine CTI, mais il met bien en exergue nos points de perte de part de marché dus à un manque de compétitivité. La compétitivité, elle est liée à l'innovation, elle est liée à la logistique, elle est liée au coût du travail, elle est liée aussi à l'accompagnement des pouvoirs publics auprès des entreprises. Je crois que ce qui est important, c'est cette notion de réactivité. Nous savons aujourd'hui, et il est hors de question de faire un procès, ce qui compte, c'est d'améliorer, je dirais, la trajectoire et surtout les moyens d'y arriver. Nous savons que des pays comme l'Espagne, l'Allemagne, les pays du Nord, je ne parle plus des Anglais, ils ne sont plus dans l'Europe, et pourtant, nous pourrions en parler, ont de la réactivité entre les pouvoirs publics et nos filières agricoles et agroalimentaires qui est bien plus rapide, bien plus forte que dans nos pays. Le temps d'agrément d'un abattoir par un client chinois qui doit passer par, je dirais, tout un process administratif en France est beaucoup trop long. Et donc, nous devons avoir, je dirais, comme j'ai eu l'occasion de le dire de temps en temps, l'État aux côtés des entreprises plutôt que l'État de l'autre côté de la table face aux entreprises. Et nous le savons tous, il y a des personnes qui travaillent dans les différentes administrations
qui sont de très grande qualité, qui connaissent leur sujet sur le bout des doigts. Mais vous voyez, il faut passer à ce registre. L'entreprise, que veut-elle? Et je me mets à ses côtés. C'est grâce à l'entreprise que je crée de la valeur, que je crée de l'emploi, que je paye de l'impôt, que j'innove et donc que je fais finalement de la durabilité pour nos filières. Donc voilà un petit peu en quelques mots ce que je souhaitais vous dire sur les travaux de la CTI. Il y en aura d'autres. Il y a beaucoup de chantiers à mettre sur la table. Ce que nous souhaitons, c'est être vraiment utile pour que les filières agricoles et alimentaires améliorent leur performance, soient beaucoup plus fortes sur le territoire français, pour qu'une entreprise parte à la conquête en Europe ou à la conquête du monde. Elle ne part pas parce qu'elle ne réussit pas en France. Elle y va à l'international parce qu'elle réussit en France. C'est parce qu'elle est en capacité d'être forte en France, donc grâce à tous les sujets que j'ai évoqués, que l'on peut se projeter vers l'international et promouvoir les produits remarquables produits, fabriqués, élaborés sur notre territoire. Donc, il y aura d'autres sujets qui viendront à la CTI. Nous aurons le rapport qui sera remis au ministre bientôt. Et pour terminer, nous parlons beaucoup en ce moment, et c'est tout à fait normal à cause de cette incroyable crise sanitaire, et vivement que nous soyons tous vaccinés. Un petit message au passage pour les derniers réfractaires. Mais au-delà du Covid, qui trouve un petit peu d'énergie, de ressort avec le plan de relance, entre autres, et ça c'est plutôt bien, avec des actions très précises d'amélioration, je l'ai dit tout à l'heure, de process administratifs, dématérialisation, etc. Il y a vraiment un sujet de fond à traiter qui est là depuis une quinzaine d'années. Et la France, notre pays, pour des raisons stratégiques, pour des raisons géopolitiques, pour des raisons de rayonnement, ne peut pas se faire distancer. J'écrivais comme vous, nous sommes derrière les Pays-Bas et je parle dans le concert des pays mondiaux. Nous sommes le 9 ou 10e pays et dans les 9 ou 10 pays, il y a les Pays-Bas et l'Espagne qui sont devant nous dans l'export des produits bruts. Et dans les produits transformés, nous avons l'Allemagne et les Pays-Bas qui sont devant nous, pour les raisons que nous avons évoquées de compétitivité, d'innovation, de chasser en collectif, de chasser en meute, de promouvoir le développement des petites et des moyennes entreprises. Et donc, nous devons retrouver notre place. Occuper le territoire, parler de souveraineté alimentaire comme il va en être question demain, c'est bien, mais moi je pense que ça ne suffit pas. C'est bien par l'action économique que nous réussirons non seulement à retrouver notre place, mais à faire de la France un nouveau grand pays agricole et agroalimentaire. Voilà en quelques minutes ce dont je voulais vous parler et partager avec vous. Merci. Je repasse l'antenne à Julien Barré, s'il est toujours là. Merci beaucoup à vous deux pour ces interventions, je crois, très appréciées de nos participants au regard des questions qu'on a reçues et sur lesquelles les réponses ont été apportées à la fois par Philippe Pacotte et par Jean-François Loiseau. Quelques questions complémentaires nous sont parvenues. On pourra les traiter à la suite de cet entretien parce que sinon on va dépasser le temps limite. Mais vous pourrez regarder de nouveau cet entretien sur la chaîne YouTube et également consulter le rapport qui sera mis en ligne normalement dès demain sur le site de France Agrimaire. Donc n'hésitez pas à revenir vers des questions si besoin qu'on pourra traiter spécifiquement via la page internet notamment de la mission des affaires européennes internationales de France Agrimaire. Donc merci à tous, merci aux participants et merci à tous les participants de cette réunion qui ont été quasiment 250 tout au long de cette heure d'intervention. Merci à tous et donc à très bientôt avec le rapport en ligne. Merci.